Depuis quelques mois, la gauche se sent revivre, même si Emmanuel Macron ne lui a pas donné les clés de Matignon. Le nouveau Front populaire a réussi à faire sa loi ces dernières semaines lors des débats sur le budget, en créant des taxes sur les plus riches, sur les surprofits. Mais au moment du vote final, la gauche s'est retrouvée minoritaire, retour à la case départ, avec un NFP qui pour l'instant reste groupé. On va en parler avec l'invité de dimanche en politique, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Et la France insoumise, toujours au cœur des débats et du nouveau Front populaire. On essaye. On va parler de situation internationale et d'abord de l'Ukraine. La Russie est en train de mener une des plus grandes attaques aériennes sur l'Ukraine, la plus violente depuis le début de la guerre il y a 2 ans et demi, au moment où Volodymyr Zelensky entrouvre la porte à une fin de conflit avec la Russie et défend désormais une solution diplomatique à condition que l'Ukraine ne reste pas seule face à la Russie de Poutine. Donc pour assurer la sécurité de l'Ukraine, l'Europe doit-elle prendre ses responsabilités et de dire « nous allons protéger l'Ukraine ». Bien sûr, il faut prendre au vol l'offre de M. Zelensky. J'ajoute que nous savions qu'il était bien disposé à l'égard d'un cessez-le-feu et de la paix depuis que M. Macron l'avait dit à nos représentants qu'il avait reçus. Donc on sait qu'il y est prêt pour sa part. M. Macron avait dit, les Russes aussi. Donc sautons sur l'occasion. Maintenant, il faut faire très attention. M. Zelensky évolue parce qu'il a le sentiment que M. Trump va lâcher l'Ukraine. Et moi, je crains depuis ce moment-là les gestes de dernière minute désespérés, c'est-à-dire les Russes en rajoutant pour augmenter leur avantage, ce qu'ils sont en train de faire, ou éventuellement les Ukrainiens se livrant à quelque chose de désespéré. Donc, il faut être très vigilant. Et comme les Allemands ont dit qu'ils voulaient obtenir immédiatement de M. Poutine une négociation, je crois qu'aujourd'hui, le meilleur et le pire sont présents sur la table. Les Français doivent se précipiter pour proposer 1, cessez-le-feu, 2, démilitarisation des zones où il y a les centrales nucléaires, et 3, s'il le faut, les Européens mettront des casques bleus ou ce qu'ils veulent pour garantir la frontière. Mais, je termine juste là-dessus, pas d'accord possible si on ne demande pas aux populations concernées par un accord leurs sentiments. C'est-à-dire un vote des Ukrainiens, vous voulez dire des Ukrainiens, des endroits où les uns ou les autres diraient on lâche prise. Si le Donbass doit être sous contrôle russe, faut demander aux gens qui habitent là s'ils sont d'accord ou pas. Et si c'est non, il faudra dire aux Russes, vous devez accepter la condition que la parole souveraine, c'est celle du peuple. C'est pas la force. Nous, les Français, nous avons été envahis 4 fois. Par conséquent, nous n'avons aucune sympathie pour les envahisseurs. Et donc, nous ne sommes pas pour qu'ils soient encouragés à recommencer je ne sais où en Europe. Le Moyen-Orient. Depuis 2 mois, Israël mène la guerre contre le Hezbollah au Liban et bombarde des positions du mouvement dans le sud du pays. Encore la nuit dernière, c'était le cas. Le mouvement, c'est vous qui le dites. En plus des, vous allez pouvoir vous le dire, en plus des attaques à Gaza qui ont fait de nouveau des morts ces dernières heures et ponctuellement en Syrie. Qui peut arrêter Benyamin Netanyahou ? Le président des États-Unis, d'une part, il peut l'arrêter immédiatement en décidant qu'il ne fournit plus d'armes. Deuxièmement, vous avez confiance en Donald Trump sur cette histoire, par exemple ? Je ne crois pas qu'il le fasse. Il a nommé les pires intégristes qu'il a envoyés là-bas comme diplomates et ainsi de suite. Bien, le but maintenant de M. Netanyahou, il se sent des ailes avec M. Trump, président des États-Unis, c'est de détruire le Liban en tant qu'État-nation. Donc, il continue le massacre des Palestiniens et il a décidé de détruire la nation libanaise. Je n'invente pas. C'est ce qu'a dit un de ses ministres les plus influents qui devait venir en France, qui fort heureusement n'est pas venu, M. Smotrich. Donc, c'est ça son but. Il faut l'arrêter. Alors, M. Trump peut arrêter d'envoyer des armes, les Européens aussi. Ça n'en prend pas le chemin, puisque les Allemands disent que c'est normal et qu'ils continueront à en fournir des armes. Donc il reste la voix de la France, éventuellement. Alors nous, les Français, oui, nous pouvons peser, parce que nous existons, parce que nous pouvons aider l'État libanais à se défendre. Je veux dire qu'il y a au Liban une armée nationale qui est sans moyens. Et si l'armée nationale avait des moyens, alors les frontières pourraient être garanties par les Libanais eux-mêmes. Donc il faut que les Français aident, y compris par l'armement, l'armée libanaise. Absolument. Et il y a 700 Français sous casque bleu aujourd'hui. Eh bien moi, je rappelle la doctrine Chirac, et je la fais mienne. Il faut dire à M. Netanyahou, on vous prévient, vous touchez encore à l'ONU et à la FINUL, et à nos soldats, et nous répliquerons, parce que c'est ce qu'a dit M. Chirac, et il avait raison. Si on arrive sous casque bleu et que c'est pour se faire tuer, alors non. À quoi sert de s'appeler force d'interposition ? Vous avez tiqué tout à l'heure quand j'ai dit mouvement à propos du Hezbollah, pourquoi ? Non, je tiquais parce que c'est M. Netanyahou qui dit qu'il bombarde des positions
du Hezbollah. Mais en fait, en réalité, il a déjà bombardé des villages chrétiens, il détruit des hôpitaux qui sont les hôpitaux de tout le monde, il bombarde des écoles, il bombarde des routes. Ça que vous vouliez dire. Donc c'est un prétexte. C'était pas sur le fait que je dise mouvement, éventuellement mouvement islamiste sur Hezbollah. Non, parce que ça, eux-mêmes se nomment comme ça, et il y a des députés du Hezbollah au Liban. Le Hezbollah est au Liban une force politique libanaise. Alors, vous et moi, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même les Libanais qui élisent qui ils veulent. Mais je pense que les Libanais, je me permets sans vouloir m'ingérer, il faudrait qu'ils aient un président de la République. Et je suis allé en janvier dernier au Liban, le chef d'état-major des armées, qui est le général Joseph Aoun, je trouve, pourrait, dans une période intermédiaire, au moins symboliser l'État et la nation libanaise. Car le Liban est une nation. Avec un militaire. On peut élire un militaire, ça arrive. Nous avons élu le général de Gaulle pendant assez longtemps. On va revenir en France. Les retraités seront augmentés en janvier, mais seulement en partie. Mais le gouvernement maintient sa ligne, faire des économies en 2025. L'Assemblée n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2025, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. L'examen du texte au Sénat se verra alimenté par un certain nombre d'amendements du gouvernement qui seront issus d'adoption d'amendements ici à l'Assemblée nationale. Et qu'il est important que ces débats n'aient pas servi à rien. Tout le choix que nous avons à faire dans un débat budgétaire, c'est de savoir sur qui pèse la dette, les charges et qui fait tourner les services publics. C'est qu'à chaque fois, l'argent qui n'est pas trouvé sur les entreprises, il sera trouvé sur les malades, sur les chômeurs, sur les retraités. Il est important que les Français, notamment les retraités, ne payent pas les pots cassés des déficits qui ont été accumulés. Notre demande est qu'il puisse y avoir une revalorisation des retraites à compter du 1er janvier et un bouclier anti-inflation pour les retraites les plus modestes. Il y a, Monsieur le Président Wauquiez, de bonnes idées partout. Vous avez évoqué un sujet très important, je vais y revenir, mais pour dire la vérité, votre groupe, le tout premier, a porté ce sujet des personnes âgées, mais d'autres groupes, le vôtre, mesdames et messieurs, les groupes du SOC, les groupes de gauche que j'ai entendus. Voilà. Toucher 10 ou 15 euros de plus, franchement, c'est se moquer des gens. On aurait bien accepté vraiment le niveau de l'inflation, au moins. C'est se foutre la gueule du monde. Je fais 1200 balles par mois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 1% ? Je me chauffe même plus. Jean-Luc Mélenchon, les retraites sont normalement indexées sur l'inflation. Oui. Le gouvernement va y aller en 2 temps. En janvier, 1% pour tout le monde. Et puis en juillet, seront augmentés les retraités dits les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins que le SMIC. Est-ce que pour vous, tous les retraités, quel que soit leur niveau de retraite, doivent être augmentés au même moment et au même niveau ? Et évidemment, parce que c'est le principe d'un droit universel. Si vous commencez à mettre dans un droit universel des nuances, c'est un autre système qui s'applique. Mais je voudrais surtout revenir sur le type d'information qui est donnée par le Premier ministre. C'est naturellement un bobard. Pourquoi ? On va augmenter tout de suite de 1% les personnes qui se trouvent en dessous d'un certain seuil. On est d'accord ? Oui. 1%, c'est pas l'inflation. L'inflation, c'est 1,8, disent-ils. Donc, quand on va arriver à la fin de l'année 2025, il y aura une nouvelle réévaluation en 2026, on réévaluera des retraites qui elles-mêmes auront été auparavant sous-évaluées d'un demi-point, 0,8. C'est une arnaque. Autrement dit, aujourd'hui, ils n'ont qu'1%, mais quand on sera arrivé en 2026, ils auront encore moins par rapport à l'inflation réelle. Quant aux gens qui ont les retraites les plus avancées, je rappelle à tout le monde que si vous voulez corriger l'inégalité de contribution au régime des retraites, alors il faut remonter le plafond à partir duquel on ne prend plus de cotisation. Donc, si vous décidez que tous ceux qui ont, par exemple, plus de 3 000 euros de retraite, doivent cotiser, de salaire, doivent cotiser plus, vous décidez qu'ils cotisent plus. Mais vous faites pas des arrangements en essayant de faire croire à tout le monde que tout le monde va y gagner alors que tout le monde va y perdre. En tout cas, dans quelques jours, les députés de la France Insoumise vont défendre dans leur niche parlementaire, à leur tour, la suppression de la réforme de la retraite à 64 ans, adoptée, on se souvient, par 49.3. C'est pour revenir à la situation d'avant, à 62 ans. Oui. Je vais vous dire 60 pourquoi. ans, alors. Mais ça, c'est la revendication de la France Insoumise, les 60 ans, et c'était la revendication qui était portée par la NUPES à l'époque. Mais entre-temps, les socialistes ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc prenons ce qu'il est possible de défendre ensemble, c'est-à-dire le retour à
la situation d'avant la décision de M. Macron. Parce que sur 60 ans, vous avez enchanteur. Sur 60 ans, vous avez des doutes de certains de vos alliés. Non, ils veulent pas. Donc ils veulent pas. On va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que c'est absurde. Nous savons financer cette réduction à 62 ans et nous savons financer à 60 ans. Mais dans l'immédiat, nous avons besoin, si vous voulez, de marquer notre victoire sur la bataille des retraites contre la loi à 64 ans. Une victoire à l'Assemblée, mais les voix du Nouveau Front Populaire, vous le savez, ne suffiront pas. Donc, il faut les voix, par exemple, du Rassemblement National, qui, lui, a aussi défendu la suppression de la réforme des retraites. Oui, ça dépend des jours. Hein. Mais à l'Assemblée, ça a été comme ça. Oui. Et dans l'autre sens, ça ne s'est pas fait. La gauche n'a pas voté pour la loi du RN. Mais le RN pourrait voter pour celle de la gauche. Ça, vous le demanderez au RN lui-même. Pourquoi nous n'avons pas voulu voter? On a laissé faire, hein. Pourquoi on n'a pas voulu voter? Parce que c'était une arnaque. Dans l'exposé des motifs, ils expliquaient qu'ils allaient supprimer toutes les cotisations sociales. Donc, en échange du retour à 62 ans, il fallait accepter que les retraites soient payées par les impôts. Mais là, on n'est pas d'accord du tout. J'entends. C'est payé par les cotisations sociales. Mais le RN qui vient sur vos positions, ça vous paraît logique ou ça vous paraît... Je pense qu'il faut qu'il le fasse. Sinon, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Nous dirons, c'est vous qui défendez le gouvernement Macron. C'est eux qui ont refusé de voter la censure. Ils ont défendu le gouvernement de M. Barnier. C'est eux qui refusent la destitution à une voix de le faire passer en plénière. C'est Mme Le Pen elle-même. Donc c'est eux qui soutiennent le gouvernement Macron. S'ils s'opposent à la motion de censure, alors nous dirons, ils soutiennent le gouvernement Macron. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que tout à l'heure, M. Marseille, avec beaucoup de talent, il faut bien le reconnaître, vous a vendu des marchandises qui n'existent pas. Nous sommes capables, sur la base de ce qui a été proposé et adopté par l'Assemblée nationale avant le vote final, n'est-ce pas, qui a été contre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où la majorité vote contre son propre budget? Vous parlez du budget, là. Il n'y a qu'en France qu'on voit un truc pareil. Nous, on a accepté le compromis qui est de discuter le budget. C'est un gouvernement qui est illégitime. Nous avons, par les tâches que nous avons proposées et fait voter sur les grandes fortunes, les grandes entreprises, réussi à ramener le niveau de recettes au point, écoutez-moi bien, que si on appliquait notre plan, premièrement, le problème des collectivités locales est réglé, mais surtout, nous ramenons le déficit en dessous de 3%. C'est nous qui avons fait ça. Je termine d'un mot. On m'a cherché les poux dans la tête parce que, paraît-il, mon plan au présidentiel créerait 100 milliards de dettes. Eux, ils ont créé 1000 milliards de dettes. Et c'est nous qui rétablissons l'équilibre des comptes. Voilà la démonstration qui a été faite. Alors la démonstration, elle a été faite comme ça, politiquement. Mais l'autre démonstration qui a été faite, c'est que le nouveau Front Populaire n'a pas de majorité pour faire passer ça. Et donc, vous pourrez toujours présenter des plans, ça ne passera jamais. Alors quand déduisez-vous que nous devons partir et abandonner l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Non, mais vous vous rendez... Je me mets à votre place pour le coup. Je me dis... on l'occupe très bien. Moi, je ne me mets pas à la vôtre, donc vous ne mettez pas à la mienne. Est-ce que c'est pas en vain Voilà. Bon, ok, vous avez une victoire, mais symbolique. Pardon, monsieur, symbolique. Je vous estime beaucoup, monsieur Le Tellier, mais il y a chez tous les journalistes un fond anti-parlementaire qui m'inquiète. Donc, ça sert à rien de discuter, ça sert à rien d'amender, ça sert à rien de voter. C'est une victoire symbolique, quoi. Mais non, c'est pas symbolique. Nous venons de faire une démonstration. La politique, monsieur Le Tellier, ce n'est que ça, un immense cours d'éducation populaire. Les gens viennent de voir un gouvernement décider de supprimer 5 milliards dans les collectivités locales, puisque vous venez d'en parler il y a un instant, de supprimer toutes sortes de choses. Et ils nous voient, nous, capables de rétablir l'équilibre, de remettre les comptes d'aplomb, et surtout, à la fois, de commencer à payer la dette, mais surtout de commencer à financer la réparation de la dette écologique. Je vous entends, donc les Français vont se dire, la prochaine fois, peut-être qu'il vaut mieux voter pour un insoumis que pour un ne fait pas le toquer. Quand je vous entends, vous dites, il faut le débat à l'Assemblée nationale. Michel Barnier, lui, il a dit, je vais laisser courir le débat en menaçant de 49.3 en toute dernière limite, mais il laisse faire le débat. Voilà. C'est alors, plutôt donc, une bonne méthode. Nous, quand nous votons, c'est une posture. Lui, quand il laisse faire le débat pour empêcher le vote, écoutez, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui gouverne. Si c'était moi, ou si c'était quelqu'un du NFP, c'est-à-dire Madame Lucie Castet, dont je veux rappeler ici solennellement qu'elle reste notre candidate. Monsieur Barnier, son gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre de cette année, et donc après, il faudra à nouveau choisir un Premier ministre, jusqu'à ce que le président de la République finisse par s'en aller, comprenant que seul son départ permet donc Lucie Castet reste, vous le dites clairement, votre candidate à C'est la position des Insoumis. C'est pas la position des socialistes. Oui, mais et je ne sais pas très bien ce que pensent les Verts. Mais enfin, on a passé des heures à discuter de ça. On ne va pas recommencer à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement. Je voudrais qu'on en vienne à l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Les juges demandent jusqu'à 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité à la compte de Marine Le Pen. Dans un tweet, vous avez écrit en une phrase, il y a un doute sur l'action de la justice dans le champ politique.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Alors, vous savez que j'ai un diplôme universitaire d'études de lettres, c'est-à-dire Bac+2 et une licence. Donc je pense m'exprimer dans un français suffisamment clair pour être compris, y compris... La phrase, on la comprend, mais ça veut dire quoi ? Mais c'est pas... Ça que veut la dire justice intervient trop en politique ? Il y a dans le monde, lisez ma phrase, si je mets le monde, c'est parce que je veux donner une indication. Nous, les insoumis, nous tenons le même discours sur le droit, qu'on soit en France ou ailleurs dans le monde. Partout ailleurs dans le monde où la justice essaye d'empêcher l'élection d'opposants, nous demandons qu'on n'applique jamais cette peine sans que toutes les voies de recours soient épuisées. Qu'est-ce que c'est une voie de recours ? Donc ce qui vaut pour ça... C'est le droit de demander, le droit de faire appel. Donc ça vaut pour Marine Le Pen. Mais bien sûr, et je vais dire pourquoi ça change pas non plus à la tête du client. Madame Le Pen est un adversaire politique total pour nous. Elle a une peine, je vais caricaturer pour qu'on comprenne vite. On lui dit, madame, vous avez volé une orange. Moi, j'en sais rien, c'est le juge qui le dit. Bien. Alors, vous êtes condamné, premièrement, à planter 2 orangers, deuxièmement, on vous coupe la main pour que vous recommenciez pas à voler. Alors, mais on lui dit, madame, pour les 2 orangers à replanter, vous avez le droit de faire appel, mais on vous coupe la main tout de suite. C'est absurde, c'est ce qu'on vient de décider. Dans tous les pays où il y a un état de droit, eh bien, toute peine doit pouvoir être placée en recours. Voilà. Et alors, j'ajoute, pour qu'on me comprenne bien, que je suis donc partisan du fait qu'on ne lui applique pas immédiatement et sans voie de recours l'inéligibilité, et après, que le jugement s'applique si les juges décident de l'appliquer, et elle fera les commentaires, et moi aussi, que j'estimerais nécessaire. Marine Le Pen, vous l'avez rappelé, est votre adversaire politique. Si elle ne se pouvait pas se présenter en 2027, ça changerait tout pour vous aussi, non ? Je sais pas, pour nous, tout ça, même point. Pour vous, personnellement, parce que c'est votre adversaire politique depuis longtemps. Ouais, et vous avez toujours dit, je serai au final face à Marine Le Pen. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à la fin, ça serait eux ou nous. Non, mais quand je dis nous, c'est pas moi. Nous, c'est collectif. Bon, eux, c'est Marine Le Pen. Personne. Eux, c'est Marine Le Pen. Vous avez repéré, là, je suis tout seul. Eux, c'est Marine Le Pen. Donc, ça changerait les plans. Ah ben oui, bien sûr. Ça changerait pour tout le monde. Mais honnêtement, je vous dis comme c'est. Si c'est une élection anticipée, vous savez bien que c'est ça qui nous pend au nez. On va en parler tout à l'heure. Ça va de soi. Alors, l'interdire d'être candidate, c'est une décision qui a un impact politique. Mais j'ajoute... Est-ce que vous regrettez ? Vous trouvez que la justice a trop d'impact politique ? Non, mais attendez. Le procureur a fait une réquisition. C'est son boulot. Donc il dit, il faut la condamner pour ci, pour là, etc. Puis après, c'est le juge qui reste juge. C'est pourquoi. Et le juge peut décider que la peine d'inéligibilité ne s'appliquera pas tout de suite. Voilà, il peut le décider. Et vous trouvez que ce serait... Mais moi, je trouve que ça serait plus normal, et je vais vous dire, en cohérence avec ce que je dis dans tous les autres domaines sur le droit, je ne crois pas aux peines automatiques. J'ai le droit. C'est pas parce qu'on a voté à l'Assemblée nationale une fois une peine automatique, nous n'avions à l'époque aucun député insoumis. C'était monsieur Sapin qui a fait ça. Je n'y crois pas, parce que ça s'appelle la peine plancher. Alors, monsieur Letellier, je vais vous dire, si vous acceptez le principe des peines planchers, vous pouvez faire des économies et virer tous les juges. Parce que ChatGPT fera le boulot. Il dira, elle a volé une orange, c'est marqué dans le truc, on lui coupe la main. On parlait de 2027. Une campagne, ça se prépare, dès maintenant probablement, en sillonnant les routes de France. On n'avait pas l'habitude de le voir ainsi, Jean-Luc Mélenchon, déposant une gerbe au monument aux morts. Parce que c'est cette grisaille qu'il y a toujours le 11 novembre et ces monuments avec ces listes interminables de gens tués. C'est toujours aussi émouvant. Exercice de mémoire pour évoquer les guerres d'hier, d'aujourd'hui, de demain. En tout cas, le slogan « Maudite soit la guerre », c'est clair qu'il me parle. C'est clair qu'il devrait nous parler à tous, parce que nous sommes repartis dans un cycle de préparation des esprits à la guerre. Même si les drapeaux palestiniens ne sont jamais loin, le leader insoumis travaille désormais un nouveau sillon, celui des campagnes. Les militants, ils sont un peu découragés par tout ce qu'ils entendent, en fait. Ça n'a jamais été facile, il faut leur rappeler. Ça a toujours été difficile de tenir tête, de ramer à contre-courant. La parole est à Nouvelle stratégie aussi pour les 71 députés insoumis à l'Assemblée nationale qui calment le jeu du bruit et de la fureur. Des postes à responsabilité leur reviennent. Éric Coquerel préside la commission des finances et Aurélie Trouvé celle des affaires économiques. Au perchoir, Nadège Abomangoli et Clémence Guettet installent leur autorité jusque dans les rangs insoumis. Vous êtes ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Monsieur Boyard, sur l'amendement, s'il vous plaît. Il y a un débat. Non, sur l'amendement, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez. Non, je suis désolée, monsieur Boyard. Pendant ce temps, François Ruffin fait son cinéma. Dans son documentaire Au boulot, il veut remettre les riches au travail et honore les classes populaires et rurales, celles-là même dont il accuse Jean-Luc Mélenchon de s'être éloigné. Réponse de l'intéressé. J'ai entendu parler d'une division entre les tours et les bourgs. Mais c'est un problème politique, c'est rien d'autre. Et c'est un problème qui doit être politiquement réglé. Comment ? En réalisant l'union.
pas en inventant des divisions qui n'existent pas. Lozère, Dordogne, peut-être à la recherche de nouvelles terres de conquête des Insoumis. C'est un petit air de campagne, hein, c'en est pas une. Alors là, c'en est pas une campagne électorale, Non, on a du mal à y croire. avec moi. Non, on a du mal à croire que c'est pas une campagne électorale qui Oui, se prépare. vous croyez ce que vous voulez, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas Mais le... moi, écoutez ce que je vous dis d'abord, il n'y a pas que vous qui parlez ici, c'est moi l'invité. Alors écoutez, vous êtes cruel parce que vous dites on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mais je suis continuellement sur les routes de France. Celle-là, je crois que c'est mon 5e 11 novembre avec des pacifistes. Je ne suis pas pacifiste, je suis pacifique, mais pas pacifiste. Mais je pense que les pacifistes nous tiennent lieu de mauvaise conscience. C'est eux qui nous obligent. Donc vous n'êtes pas en campagne électorale? Mais si, permanente. Tous les insoumis sont en campagne. En ce moment, il y en a dans toutes les villes de France. Nous sommes continuellement Pour quelles élections? Pour toutes nous, les c'est élections. ça, faire de la politique. Mais c'est aussi la présidentielle en ligne de vue. Mais les législatives anticipées, la présidentielle, Alors, les on va en parler. municipales. Mais attendez, en quoi consiste la politique? C'est pas seulement aller faire fonctionnaire de l'Assemblée nationale. Eh bien, on va en parler avec Sophie Dravinel, Voilà. journaliste politique, qui est avec nous pour sa carte blanche 2e. Bonjour Sophie. Bonjour monsieur Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons avec joie. Bon, alors à l'Assemblée, justement... Vous parlez pour vous, parce que Allez. pendant 12 ans, vous m'avez assaisonné. L'ironie ne passe pas à la télévision. À l'Assemblée, les députés du groupe Insoumis ont baissé d'un ton. On est dans le bruit et la fureur, mais visiblement avec moins d'intensité. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie de votre part ou de leur part? Attendez, le bruit et la fureur, ça commence à dater. C'est une expression de moi en 2010. Alors, ils parlent, les mais j'ai macronistes compris parlent de l'idée, bordélisation. Je me permets de le rappeler à ceux qui nous écoutent et qui s'amuseraient de l'idée. Alors, écoutez, c'est vrai qu'il y a un changement. Mais je vais vous en expliquer la cause, pour que vous la compreniez bien. Il n'y a plus de députés macronistes dans la salle. C'étaient les macronistes qui provoquaient sans arrêt, par des insultes, par des remarques violentes, des fois par une pression physique. Je pourrais encore montrer la photo. Dès lors que tout ça a disparu, les débats sont plus calmes. Ils ne sont plus là, ils ne font rien. Ils sont en opposition au gouvernement. Donc, changement de stratégie, ce n'était pas une stratégie. Des gens réagissaient comme ils sont faits, et voilà. Ok. Vous avez, à propos de stratégie, une petite question rapide. Elon Musk, c'est le site, le réseau Twitter, dont vous vous servez beaucoup. X, absolument, anciennement Twitter. Est-ce que vous envisageriez de quitter dans votre communication, votre stratégie du parti, du mouvement, de quitter Twitter, de quitter X? On n'en a pas parlé, on verra, mais moi je suis... étant très proche de Donald Trump. Moi je suis sur la ligne, on va partout, parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Même des si fois, c'est oui, de la je vérifie désinformation, preuve, hein. Pardon? Même si c'est un site marqué par de la désinformation d'un proche de Donald Trump. Si on doit fermer les sites marqués par de la désinformation, on peut supprimer la moitié de la télé publique et les 3/4 des télés privées. C'est normal que les gens soient engagés. Bon, lui, il est engagé, voilà. Sauf que son réseau me permet d'afficher instantanément à 2 800 000 personnes, madame. Évidemment. Le jour où vous me proposerez l'équivalent, je veux bien commencer la discussion. Ok. Alors, on revient à l'Assemblée. Les députés vont de nouveau lancer le débat sur la destitution d'Emmanuel Macron. Absolument, les députés insoumis. Et vous nous dites, elle nous pend au nez. Mais est-ce que vous allez être suivi par la gauche? Et comment est-ce que vous pourriez y arriver si c'est votre objectif? D'abord, on a fait la démonstration. D'abord, commençons par une question simple. Il n'y a pas de majorité et on ne peut pas revoter avant juin ou juillet prochain. Absolument. Vous voyez le résultat de la situation dans laquelle nous sommes. Si nous voulons qu'il y ait des élections générales en France, il n'y a aujourd'hui qu'une seule possibilité de le faire, c'est que le président de la République s'en aille, démissionne, et qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle. Et alors, mais c'est très simple, il prend un papier, il écrit « Je démissionne à partir de demain ». D'accord, mais comment vous Donc pouvez à partir le de pousser là, à la ça Constitution prévoit que le nouveau président doit être élu entre 20 et 50 jours après. Donc la question est réglée. Et maintenant, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous ne pouvons pas, nous, avoir dit « c'est un coup de force ». Parce que c'est la gauche qui a la majorité, la minorité relative ou la majorité, appelez ça comme vous voulez. Et en même temps, on dit, on rentre chez nous, c'est un coup de force, mais on s'en fout. Non, il faut être sérieux. Si c'est un coup de force, alors nous avons le devoir de demander la destitution. Sur la destitution, est-ce que vous êtes sûr que toute la gauche vous suit là-dessus? Tout le nouveau Front Populaire? Écoutez, pourquoi ne le ferait-il pas? Parce qu'ils ne l'ont pas fait la première fois. Mais la première fois, si. Quelque chose vous aura échappé. Ils ont voté pour au bureau de l'Assemblée, alors que toute la presse disait que ça ne passerait pas là-bas. Ensuite, ils ont voté pour à l'intérieur de la commission des lois, alors que tout le monde est. Et enfin, quand on est arrivé au niveau du bureau de la conférence des présidents, ils ont tous voté pour, sauf Madame Le Pen, grâce à qui M. Macron a été sauvé à une voix. Là, vous pensez que ça peut passer dans la niche parlementaire, la destitution de Je vais vous résumer l'histoire de ma vie politique.
les seuls combats qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on ne mène pas. Vous vous préparez à la destitution d'Emmanuel Macron, à sa démission. Absolument. Dans ce cas-là, vous êtes candidat. Vous personnellement, M. Mélenchon. Pardon ? Vous personnellement, M. Mélenchon, vous vous y préparez comme moi, candidat. Compte tenu de mon rôle moral éminent à l'intérieur du mouvement Insoumis, bien sûr, je participe activement à la définition de la stratégie vous vous préparez et à à la une mise en œuvre campagne des moyens. Vous verrez, parce que il y a plein de cas différents. Je ne vais pas tourner autour du pot avec vous. On l'a toujours dit. Si c'est une élection qui a lieu là tout de suite, sans doute que je peux être incité à y aller. Si c'est en 2027, nous avons une relève suffisante. Entendu. Et nous pourrions... Alors, j'ai toujours dit, je souhaitais être remplacé. Mais vous faites tous comme si ce n'était pas le cas. Non. Avant 2027, il y a les municipales. De mars 2026, vous parliez du nouveau Front populaire, d'Union de la gauche. Est-ce que, sur le terrain, j'entends plutôt parler de campagne indépendante des Insoumis? Quelle est votre stratégie à vous? Je ne sais pas où vous avez entendu parler de campagne. Moi, ce dont j'ai entendu parler, à Montpellier, c'est des socialistes qui ne veulent pas d'insoumis dans les listes d'union. J'ai entendu parler de Verts qui n'en veulent pas. Et pour l'instant, tout ce qu'ont dit les insoumis, c'est qu'ils préféreraient qu'il y ait des listes d'union. Voyez-vous ? Donc j'ai entendu exactement l'inverse de vous. Même à Marseille, à Montpellier, vous avez le sentiment? Mais c'est à moi que vous interrogez ou les autres? C'est à vous. moi, oui. Je redis que nous souhaiterions des listes d'union. Mais il y a des tas d'endroits où ce n'est pas possible. Qui pourrait s'appeler Nouveau Front populaire. Ou autre chose. Non, ou autre chose. Un nouveau nom. Mais écoutez, allons au cœur de ce que votre question, elle est intéressante. La plupart de ceux qui ne veulent plus du nouveau Front populaire inventent des raisons pour qu'il n'y en ait pas au municipal. Et dans un certain nombre de cas, quoi que dise Manuel Bompard, qui est notre coordinateur, ou les autres dirigeants, localement, ils n'en feront qu'à leur tête. Pourquoi ? Parce que chez les Verts, c'est leur statut. Chez les socialistes, pareil. Par conséquent, Madame Hidalgo a déjà décidé qu'elle ne prendrait pas d'insoumis dans sa liste. Alors vous croyez qu'on va attendre sous sa fenêtre ? Attendez, vous croyez qu'on va attendre sous sa fenêtre en jouant de la mandoline ? Vous croyez qu'on va le faire avec M. Payan, qui nous traite si mal à Marseille ? Non, bien sûr. Donc nous nous préparons. Il y aura partout des listes insoumises prêtes, ou bien pour l'Union, ou bien pour se proposer au vote. C'est net et précis. Merci. Voilà, merci M. Mélenchon. On va revenir à l'actualité et à l'international. Emmanuel Macron est en Argentine, où il a rencontré le président Javier Milei, proche et admirateur, on peut dire, de Donald Trump. Et Emmanuel Macron est allé devant un monument pour célébrer et commémorer les victimes de la dictature argentine. Il y avait des Français parmi eux, c'est l'histoire. Un président français doit pouvoir parler à tout le monde. Ouais, vaut mieux. Parce que si on ne parle qu'à ses amis, ça ne fait pas grand monde dans le monde. Non, il faut parler à tout le monde. Mais après, il y a des comportements qui sont inadmissibles. Monsieur Milei n'a pas à refuser d'aller avec son hôte, le président de la République française, rendre hommage aux disparus et aux assassinés et torturés de ce pays, l'Argentine. Je rappelle qu'il y a 32 Français qui ont été assassinés. Par conséquent, non, mais j'ai pas fini. Et deuxièmement, ça c'est pour lui. Et pour Monsieur Macron, j'ai à lui dire, vous devez, Monsieur Macron, arrêter votre cirque avec le Mercosur. Nous exigeons que ce traité soit discuté à l'Assemblée nationale et qu'il ne s'applique pas si les Français ne le votent pas. Les autres feront bien comme ils voudront. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique.